C'est parti pour prendre quelques news de la Bolivie. Je connais rien à ce pays ou à ses institutions, ni rien en fait, rien. Bonjour, c'est la rentrée pour CDDM, j'espère que vous avez toutes et tous passé un bel été. Comme vous le savez, l'actualité nationale c'est déprimant, alors on va essayer de voyager un peu et de parler de pays qu'on connaît un peu moins. Ce qui s'est passé ce soir en Bolivie est inédit. Une fois dans une vie, dans des circonstances historiques, un pays comme le nôtre accomplit quelque chose qui résonne dans le monde entier et qui change l'avenir des Boliviens pour longtemps. Lui, c'est Jorge Quiroga, le candidat de la droite conservatrice bolivienne. Il met en avant des idées néolibérales, voire libertariennes, et il est arrivé deuxième au premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 17 août dernier dans le pays. Celui qui est arrivé premier, c'est lui, Rodrigo Paz. Il est devenu de plus en plus difficile de bâtir un projet politique en Bolivie. Nous devons nous battre pour rassembler de grandes majorités, Et donc ça c'est leur Macron. comme celle réunie ici, aujourd'hui, dans ce parc. Paz, c'est un candidat qui se qualifie comme étant de centre-droit populaire. Quoi que ça veut dire. La gauche bolivienne, au pouvoir depuis 20 ans, elle a été balayée et reléguée à la 3e place. Ah, un pays où la gauche est même pas au second tour, c'est vraiment la honte. Emmanuel Macron, 28,5% des voix, suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix. Et c'était pas mieux aux législatives qui se tenaient en même temps. Selon les résultats définitifs, 4 partis de droite auront 119 des 130 sièges de députés et la totalité des 36 sénateurs. Ah ouais. Ah oui, c'est beaucoup. 4 partis de droite auront 119 sur 130 des sièges. Le mouvement vers le socialisme n'obtient que 2 sièges à la Chambre. J'ai dit qu'on allait voyager un peu, j'ai pas dit que ce serait de bonnes nouvelles. Mais alors, que s'est-il passé en Bolivie ? Pourquoi la gauche s'est-elle effondrée lors de ces élections ? Quel avenir pour la gauche sud-américaine en général ? Et est-ce que tout ça, c'est à cause de la CIA ? Non. Dans un pays où chaque fois que tu prononces son nom, tu penses à Bolivar, ça fait de la peine. La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. Mais tout d'abord, la Bolivie. La Bolivie est donc située en Amérique du Sud, c'est un pays de 11 millions d'habitants sans accès à la mer, entouré par le Pérou, le Chili, l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. L'Est, constitué essentiellement de forêts et peu peuplé, l'essentiel des habitants se concentre dans les plateaux montagneux de l'ouest du pays. C'est d'ailleurs là que se trouve la capitale constitutionnelle du pays, Sucre, et sa capitale administrative, La Paz. La Paz, qui est la capitale la plus haute du monde d'ailleurs, puisqu'elle culmine à 3640 mètres d'altitude. C'est galère pour jouer au foot. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Le sujet, c'est que la gauche bolivienne a perdu les élections. Et on peut déjà le dire avant même le second tour de la présidentielle qui se tiendra le mois prochain. Pourtant, la gauche bolivienne, c'est pas n'importe qui. On the 22nd of January 2006, Evo Morales Ayma became at 46 years old Bolivia's first indigenous president. D'ailleurs, pour m'expliquer la différence entre libertarien et libertaire, je commence à peine à m'intéresser à l'anarchisme et au militantisme. Oula. Garde ta question pour la fin du truc sur la Bolivie. His first term was marked by the nationalization of all reserves and the approval by referendum of a new constitution aimed at reconciling Bolivia with its indigenous roots. Réélu 3 fois jusqu'en 2019, Evo Morales représentait à son arrivée au pouvoir un espoir immense pour les peuples indigènes de Bolivie, qui représentent entre 40 et 60% de la population de l'État selon les estimations. Sous sa présidence, le pays a ainsi connu une période de forte croissance économique et de développement des infrastructures, comme le rappelle ce reportage de France 24. Le téléphérique de La Paz est aussi le symbole visible du miracle économique des années Evo. Un PIB multiplié par 3 et un taux de pauvreté divisé par 2. Mais déjà, en 2019, à l'approche des élections, les choses étaient un peu plus compliquées. Le président Morales était moins populaire, y compris au sein de sa propre base électorale. Au début, la majorité d'entre nous soutenait le gouvernement. Mais l'université était au bord de la faillite. L'année dernière, elle était même sur le point de fermer. À cause de cette situation, nous nous sommes mobilisés dans la rue et malheureusement, un de nos camarades est mort, tué par balle. C'est l'étincelle qui a fait exploser notre rage contre le gouvernement. Quand nous étions au collège, nous avions d'autres espérances. Ce qui nous enrage, c'est que le gouvernement ne fait rien pour nous, alors que c'est nous qui l'avons porté au pouvoir. C'est cette même année qu'une grave crise politique a éclaté dans le pays. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'Evo Morales n'était pas supposé pouvoir faire plus que 2 mandats selon la constitution bolivienne.
En 2019, il aurait entamé son 4e mandat. Sur son blog, le juriste Victor Audubert explique « Alors que le peuple bolivien s'est prononcé contre la réélection lors du référendum du 21 février 2016, le tribunal constitutionnel plurinational, sous la pression du pouvoir exécutif, déclare inconstitutionnels les articles de la Constitution limitant la réélection. En gros, ils ont rendu interdit le fait de limiter le fait de ne pas pouvoir être réélu plus de 2 fois. » Quoi? Attendez. On est d'accord qu'ils ont dit interdit d'interdire. En gros. Mais bon, les élections de 2019 se tiennent donc quand même, et Morales remporte la victoire dès le premier tour. Mais très vite, des accusations d'irrégularité électorale seront portées par l'Organisation des États américains et des experts de l'Union européenne, ce qui va pousser la crise à son paroxysme. Dénonçant ce qu'il a qualifié de coup d'État, Evo Morales a démissionné de son poste de président de la Bolivie au milieu d'une révolte de plus en plus violente, qui a atteint un point critique dimanche lorsque l'armée lui a retiré son soutien. Après coup, une enquête du New York Times va démontrer qu'il y a... J'ai l'impression que ça fait presque un peu un genre de parallèle avec le Népal dont on parlait précédemment, dans lequel t'as un gouvernement mais historiquement de gauche, tu vois, qui vraiment, genre à la base, était plutôt basé, qui a vraiment fait des vraies réformes et créé des institutions correctes dans le pays, puis qui a lentement pourri, périclité, s'est corrompu et a fini par défendre ses propres intérêts, quoi. Il y avait bien eu des irrégularités dans le processus électoral, mais que ces irrégularités avaient été grandement exagérées, et qu'en tout cas, il n'y avait certainement pas lieu d'annuler les élections. Mais le mal était fait, et comme d'habitude, la peste brune va s'engouffrer dans la brèche. Comme le raconte Victor Audubert, les soulèvements populaires et pacifiques des premiers jours ont laissé place à une récupération d'une contestation authentiquement populaire par la droite conservatrice et blanche de Bolivie de l'Oriente, dont Luis Fernando Camacho est le héros. Fervent croyant, il a convaincu Janine Áñez de ramener une Bible au palais présidentiel. Ce fut la première décision de la nouvelle présidente. Eh bah super! Ah bah, des grands défenseurs de la laïcité, du donc. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Oui, un coup d'État de la droite conservatrice, on peut le dire. Ça veut pas dire qu'Evo Morales n'était pas contesté par la population ou qu'il n'a pas essayé de prolonger ses mandats, hein. Mais je le redis, il y a bien eu un coup d'État de la droite en Bolivie en 2019. La répression des pro-Morales est violente et plusieurs personnes sont tuées lors de manifestations, avec notamment 2 massacres à quelques jours d'écart. Des quelques heures d'affrontement ce 19 novembre 2019 à Sankata, localité du district. Ouais, donc avec la différence avec le Népal, quoi, concrètement, c'est qu'au Népal, c'est une révolution populaire qui est partie de la base et qui est partie en couille, alors que là, c'est une révolution populaire partie de la base qui a été récupérée par les forces contre-révolutionnaires et conservatrices. District 8 d'El Alto, sur les hauteurs de La Paz, restent les impacts de balles sur les murs, les vidéos sur les réseaux sociaux, des hôtels en hommage aux tués. On dénombrera au moins 10 morts par balle et près de 70 blessés graves, tous du côté des manifestants. Le 15 novembre, c'est à Sacaba, dans le département de Cochabamba, à 390 km de là, qu'une manifestation de producteurs de coca a fini dans un bain de sang. Au moins 9 morts. Des témoins assurent que les balles ont été tirées depuis des hélicoptères survolant la foule. Et ce gouvernement de Janine Áñez, c'est pas juste un gouvernement de transition, comme l'explique Audubert. Cependant, et bien que le manque de légitimité aurait dû contraindre l'action de son gouvernement provisoire à la seule convocation de nouvelles élections générales et la rénovation du tribunal électoral, la présidente Áñez a commencé à dérouler un agenda politique résolument marqué à droite, militariste et néolibéral. Fort heureusement pour les Boliviens, ce coup de force ne va pas durer. Des élections vont finalement être organisées près d'1 an plus tard, malgré un climat politique toujours extrêmement polarisé et violent. Gros avantage pour la gauche, Janine Áñez est nulle et sa gestion est catastrophique, notamment au moment du Covid. Elle renonce à se présenter et le MAS, le mouvement vers le socialisme, le parti d'Evo Morales, arrive largement en tête. Mais sans Evo Morales. Iniciamos una nueva etapa en nuestra historia. C'est notamment une nouvelle étape de notre histoire. Nous voulons faire avec un gouvernement pour toutes et tous. Con un gobierno que sea para todas y para todos. Sans discrimination d'aucune sorte. Sin discriminación de ninguna naturaleza. C'est son dauphin, Luis Arce, qui remportera très largement la présidentielle et qui est en place jusqu'à maintenant. Janine Áñez, elle, a été arrêtée. Ok, donc jusqu'à très récemment, le gouvernement était assez populaire. Et condamnée à 10 ans de prison pour son coup d'État. Le mot orge en sumérien se prononce chez. Bon, ça fait beaucoup de rappels des faits, mais c'est pour que vous ayez bien en tête le contraste, enfin le contexte. Ça permet aussi de mieux saisir une des raisons de la défaite de la gauche. Celle-ci était divisée. C'était une private joke hyper précise que si tu connais pas le lore de Host, tu la connais pas. Hein.
C'est parce que son émission avec Maudit, à la base, elle devait s'appeler Contexte. Et en fait, il y a une autre émission qui s'appelait pareil pour la sociologie. Du coup, ils ont dû la renommer Contraste. Bizarre. Luis Arce, au profil plus technocratique, s'est éloigné de Morales dès son accession au pouvoir, comme le raconte France 24. Bien qu'Evo Morales ait joué un rôle majeur durant les derniers mois de la campagne électorale en Bolivie, la nomination de ce premier cabinet ministériel Attends, ils ont donné le gouvernement à un dauphin? Exactement. C'était des posadistes, en fait. réaffirme la volonté de Luis Arce de montrer son indépendance et de prendre ses distances avec le leader indigène, dont la participation directe au sein de l'actuelle administration a été écartée par le nouveau président. Pour le média Le Vent se lève, les journalistes Vincent Harpoulet et Tristan Wag ont écrit une longue analyse sur les raisons de la division et de l'affaiblissement de la gauche bolivienne. Ils évoquent entre autres des conceptions différentes de l'État au sein du parti, le clientélisme, mais aussi le caudilisme, c'est-à-dire la structuration du pouvoir autour d'un leader charismatique. En Bolivie, cette dimension caudiliste des affrontements politiques s'est traduite par la confrontation de leaders politiques désireux de s'approprier l'État afin de redistribuer les ressources fiscales à leur cercle de... Ça me casse trop les couilles. Partout où on va, en fait, on tombe sur des gens qui veulent absolument incarner le mouvement. Ils veulent des idées qui soient incarnées par une personne, ils veulent des représentants. Merci pour le sub. Et tu finis par avoir une espèce de bataille de coq insupportable. Militants. C'est ainsi qu'il faut entendre la marginalisation progressive d'Evo Morales opérée par Luis Arce dès son accession au pouvoir. Résultat, c'est Basé, LVC. Chaque fois qu'on a lu des articles, c'était bien. Division, au moment de cette élection de 2025, Evo Morales a appelé à des votes nuls, qui ont compté pour 19% des suffrages. Les deux autres candidats de gauche n'ont même pas dépassé les 10%. Bon, bah écoutez, ça montre l'époque dans laquelle nous sommes. Mais le pouvoir n'a pas échappé à la gauche uniquement à cause de ces divisions. Il y a une raison qui revient souvent. La situation économique du pays est catastrophique. Eh oui, toujours cette fichue économie. C'est en tout cas ce qu'explique Jean-Jacques Kourlianski, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine. Non seulement on souffre de l'évolution des prix du gaz, mais également ces ressources en gaz naturel sont en train de s'épuiser. La Bolivie, c'est une économie qui est spécialisée dans l'exportation de certaines ressources, comme le gaz par exemple, mais aussi les ressources minières. Et donc, comme l'explique Le Vent se lève, cette spécialisation, elle est risquée. Mais c'est pas en mettant plus de capitalistes au pouvoir que ça va marcher, hein. Lorsque le prix des matières premières diminue, en revanche, c'est l'inflation qui pointe. Dès lors que les exportations diminuent en valeur, les réserves de dollars se raréfient. À consommation constante de biens importés, la demande de dollars augmente et il faut davantage de bolivianos pour obtenir $1. Ainsi, c'est sur le prix des importations que se répercute la chute du cours des matières premières, favorisant une inflation généralisée à l'ensemble du marché des biens de consommation. Un phénomène bien identifié par les économistes, qualifié de dégradation des termes de l'échange. C'est donc une situation très dure pour la gauche, qui est pourtant à l'origine du miracle économique bolivien des années 2000 et 2010. Comme l'explique la revue communiste Contretemps, artisan du miracle économique comme ministre, Arce s'est révélé impuissant face à la crise une fois président. Et sous son gouvernement, des images conjurées depuis 2005 ont refait surface, telles que la pénurie de dollars et d'essence, parallèlement à la chute des exportations de gaz. Alors là, les médias de droite jubilent, en Bolivie, mais aussi en France. Causeur dit que les socialistes sont discrédités par leur gestion économique désastreuse, et un édito des Ah ça, ils adorent, hein. Vraiment, les droitards, lorsqu'il y a des phénomènes, tu vois, genre internationaux ou liés aux ressources, genre les matières premières et ces trucs-là qui provoquent du coup des déstabilisations de l'économie, donc qui sont des causes qui sont pas fondamentalement des causes liées à la gestion, tu vois, c'est quand même à la faute à la gauche, hein. est carrément titré « Socialisme et chimère ». C'est un échec. Oui, mais ça faisait quand même 20 ans que la gauche était au pouvoir. C'est pas mal 20 ans de pouvoir dans une démocratie. C'est plus en tout cas que perdre une élection après 1 an de coup d'État. Ce qui est plus inquiétant, c'est ce qui viendra après. Le candidat qui est arrivé en tête, et qui a d'ailleurs récupéré une partie de l'électorat du MAS, se présente comme de centre-droit. Avec son colistier, Edman Lara, un policier se présente... Ouais, ils entrent dans la phase Macron de leur existence, quoi. Comme luttant contre la corruption, il représente une forme de nouveauté pour l'électorat. Le capitaine Lara s'est désormais construit un profil proche du monde populaire et des gens ordinaires. Il revendiquait une proximité avec le président du Salvador, Nayib Bukele, sans pour autant adopter son programme autoritaire et musclé. Il s'est présenté comme l'outsider anti-système qui peinait à émerger en Bolivie, et sa candidature a renforcé celle de Paz,
dans un contexte où l'offre électorale était un déjà-vu de 2 décennies auparavant. L'autre candidat, Jorge Quiroga, arrivait à la seconde place et le représentant de la droite sud-américaine la plus dure. Il prévoit de prendre exemple sur Milei en Argentine et de démembrer l'État social bolivien. Il est le candidat des... Oui, c'est vrai que même quand c'est la droite au pouvoir et qu'il y a des fluctuations de l'économie globale, c'est quand même la faute à la gauche, oui, c'est vrai. Élites, mais il est aussi le symbole d'une évolution inquiétante sur le continent sud-américain. L'adhésion de plus en plus forte des classes populaires à une idéologie libertarienne. Contretemps, résume. Ces discours Ça, du coup, on va pouvoir peut-être conclure sur ça. Libéraux conservateurs libertariens ont aujourd'hui le vent en poupe, car le projet nationaliste du MAS, s'il a permis une croissance économique significative avec une faible inflation, n'a pas réussi à industrialiser le pays comme promis. Est-ce que le temps où l'Amérique latine entière était rouge est définitivement terminé ? Seul l'avenir pourra y répondre. Très solennel comme fin. En tout cas, n'oubliez pas que... Ouais, ça fait bader, hein. Écoutez, ils arrivent dans du coup une phase où ils vont libéraliser leur économie, lentement se rendre compte que ça ne règle rien, et puis finir par revenir en arrière. On croise les doigts, à moins que ça fasse des prises de pouvoir autoritaires par la suite, parce que mettre ces gens-là au pouvoir, c'est toujours super dangereux, tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont te le rendre. Alors du coup... quelqu'un qui m'a demandé dans le chat pendant le truc, c'était quoi la différence entre libertarien et libertaire. Justement, on va un petit peu, si vous voulez, on peut conclure là-dessus, quoi, parce que vous compreniez qu'en fait, cette fameuse idéologie anti-système libertarienne, c'est quand même quelque chose qui fait son chemin de plus en plus aussi à l'international, et donc c'est bien de savoir précisément de quoi est-ce qu'on parle. Le libertarianisme se vend comme une forme d'anarchisme capitaliste ou comme une forme d'anarchisme de droite, en gros. Sauf que non, l'anarchisme ne peut pas être qualifié de mouvement de droite. Au bout d'un moment, stop, en fait, c'est pas possible parce que tu finis par arriver aux mêmes conclusions que les nazis, quoi. Et en gros, concrètement, c'est quoi le libertarianisme ? C'est une idée de la liberté. La différence entre le libertaire et le libertarianisme, si on veut vraiment s'axer sur cette différence, c'est sur 2 visions différentes de qu'est-ce que la liberté. Les libertariens pensent la liberté comme étant un truc individuel. C'est la liberté des individus, et donc ils vont essayer de qualifier tout ce qui va contre cette liberté. Et pour eux, tout ce qui va contre la liberté de l'individu, c'est l'organisation collective, concrètement. Donc en fait, ils vont être contre les institutions en règle générale, publics. C'est-à-dire qu'ils vont être des espèces de gros bandeurs de privés, parce qu'ils ont du coup dans leur tête cette espèce d'idéologie qui consiste à dire que les gens en fait qui dirigent du coup les grandes entreprises sont des espèces de génies sortis du cul de Marie, enfin ce genre de truc, tu vois. Et du coup complètement expliquer qu'en fait il faut les laisser le plus libre possible pour que ces esprits exceptionnels puissent diriger le plus facilement leur truc, tu vois. Concrètement c'est ça. Donc en gros c'est une pensée qui est contre l'État, mais d'une façon très conservatrice et très anti-taxe, anti-impôt. C'est-à-dire qu'en gros, du coup, tu vas défendre la liberté des entreprises. Tu vas défendre la liberté du privé et tu vas défendre la fin des cotisations sociales, la fin de l'impôt, en fait la fin de tout ce qui est lié à l'État et qui potentiellement a une qualification de redistribution et ce genre de trucs. Ils veulent pas que les plus d'impôts, hein. Ils veulent aussi vraiment la fin de toutes les institutions. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'il n'y ait pas de sécurité sociale, que les gens se démerdent par rapport à leur sécurité sociale, ils veulent que les gens se démerdent par rapport à l'éducation, ils veulent que les gens se démerdent par rapport à l'hôpital, ils veulent que les gens se démerdent par rapport aussi à... Les libertariens, vraiment jusqu'au boutiste, veulent aussi qu'on se défende nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils défendent même l'idée qu'en fait on devrait tous acheter des armes et qu'on devrait tous pouvoir se défendre et du coup d'aussi abolir la police. T'en as d'autres qui est plutôt le courant majoritaire qui s'appelle les minarchistes. Et les minarchistes, eux, ils disent non, il faut quand même garder toute la répression et tout le système répressif de l'État. Il faut garder toute la violence légitime au sein de l'État. Il faut minimiser au maximum les lois. Et tout retirer le reste, mais garder l'armée et garder la police. Concrètement, c'est un petit peu ça leur idée derrière le minarchisme, etc. École aussi, bah non, les minarchistes, ils sont pour une éducation faite à la maison aussi, hein, pour le coup. Donc voilà, en gros, le libertarianisme, c'est ça, c'est la fin de toute régulation, la fin des institutions, le fait de détruire toutes les cotisations sociales, tous les aides sociales, tout détruire. C'est leur vision de la liberté. Parce que eux, ils pensent que du coup, une fois que l'État aura arrêté d'avoir le moindre contrôle sur nous, et ben on sera pleinement libre. Ça, du coup, c'est leur vision des choses. La pensée libertaire, c'est une autre vision de la liberté. C'est-à-dire que quand tu es libertaire, moi je suis libertaire par exemple. C'est un peu un des concepts de base qu'il y a à travers l'anarchisme justement. Il n'y a pas que les anarches qui sont libertaires. Il y a aussi le communisme libertaire, etc. etc., etc. Mais le fait d'être libertaire, c'est une vision qui consiste à dire que la liberté actuelle n'existe pas, et qu'il faut abolir l'État,
mais pas dans un objectif derrière de mettre en place le chacun pour soi et la prédation des uns avec les autres. C'est-à-dire que nous, on part du principe que la liberté ne sera vraiment accessible que lorsque on aura mis fin à l'exploitation. Et donc plutôt qu'on aura mis fin au monde privé. C'est-à-dire que concrètement, dans l'anarchisme, tu t'attaques aussi à l'État, mais plutôt à la partie privée de l'État et à l'État comme étant une institution bourgeoise, pour tenter de créer des institutions qui sont décentralisées et des institutions qui sont autogérées, comme par exemple l'était à l'origine la sécurité sociale, et de faire plutôt un truc d'auto-organisation et d'autogestion à l'échelle du coup de l'organisation globale de la société, afin de mettre fin donc à l'exploitation de l'homme par l'homme. Et c'est seulement une fois qu'on aura mis fin à cette exploitation de l'homme par l'homme qu'on sera vraiment libre, à savoir émancipé. Et donc pour ça, il faut mettre fin au capitalisme, mais pas simplement mettre fin au capitalisme, mais mettre à la place du capitalisme un système qui serait beaucoup plus égalitaire, qui serait beaucoup plus... dans lequel, en fait, tu n'aurais pas de moyens de travailler pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'on travaillerait tous pour tout le monde, concrètement. Plutôt que d'avoir, du coup, des gens qui seraient vassalisés à d'autres personnes qui, eux, posséderaient les moyens privés de production, ou même à quelqu'un qui, du coup, représenterait, genre, un État-nation qui serait, du coup, derrière... le fameux détenteur de la violence légitime. Donc c'est deux pensées qui parlent de liberté, c'est deux pensées qui parlent d'un but final qui concerne l'abolition de l'État, mais si tu veux, c'est vraiment deux visions qui sont en opposition radicale sur toutes leurs conclusions et sur toute la défense du truc. La preuve, les libertariens en général finissent par vriller du côté des fachos, ils finissent par rejoindre des idéologies relativement racistes, etc. et tout, et finissent par vraiment se retrouver dans le camp de la réaction, là où du coup les idées libertaires fleurissent véritablement à l'extrême gauche. Genre par exemple, une vision très libertaire des choses que moi je vous ai déjà amené, c'est la vision de la justice transformatrice, qui est en fait une vision de la justice autonome de l'État, qui est une vision de la justice qui se construit en dehors des institutions, et qui est une justice vraiment profondément libertaire. Mais... tu devrais aller plus loin dans la terminologie. Bah écoute, t'as qu'à aller voir mes vidéos Iceberg, où en fait je parle de chaque mot qu'on utilise à gauche un par un et où j'approfondis chaque sujet. Enfin en attendant, ça me semble quand même assez précis la différence entre libertaire et libertarien. C'est quand même vraiment pas pareil. Et en l'occurrence, du coup, ce qui est en train de fleurir absolument partout, du coup, que ce soit autant en Argentine du coup qu'en Bolivie, c'est les idées libertariennes. Donc c'est vraiment plutôt les grands capitalistes, les grands chefs d'industrie qui ont tendance en fait à vouloir créer un monde de prédation. C'est-à-dire un monde en fait où c'est l'individualisme qui prime, où en fait chaque individu se démerde et tout le monde est plus ou moins en concurrence avec tout le monde, et les forts domineront les faibles, etc. C'est une pensée qui au final est très faible avec les forts, forte avec les faibles, hein, parce que tu finis toujours par tomber dans un autoritarisme, tu vois. Mais beaucoup d'anards autodiag, pas basés, dérivent vers une forme de libertarianisme. Je suis d'accord, parce qu'il y a plein de gens qui pensent être des anarchistes en disant qu'il faut faire sauter toutes les règles et faire sauter toute la hiérarchie, sauf qu'au final, tu te retrouves dans un monde dans lequel c'est la loi du plus fort au final. Voilà, super, bah bravo, félicitations. D'ailleurs, on va en parler de ça bientôt, de la tyrannie de l'absence d'organisation. Moi, c'est vraiment un truc dont je parle. Ah bah tiens, on parle de libertarien et il y a Amel qui arrive dans le chat, c'est parfait. Mais donc en gros, voilà la différence entre libertarien et libertaire. Et du coup, la pensée libertaire, c'est vraiment une pensée qui est fondamentalement de gauche et qui, à la base, est plutôt une pensée de gauche qui s'oppose à la gauche autoritaire. C'est-à-dire que la pensée de gauche libertarienne, justement, s'oppose a priori au maoïsme, s'oppose a priori au stalinisme, s'oppose même a priori genre au concept derrière de dictature du prolétariat et de comment est-ce qu'on est censé faire la révolution, etc. et tout, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur certaines choses. On n'est pas forcément d'accord sur certains trucs au niveau de la personnification, et nous on est très très anti-autoritaire pour le coup, et ce qui nous mène du coup à des critiques au sein de notre camp qui sont des vieux débats qui continuent encore aujourd'hui autour de comment s'y prendre, etc. Mais concrètement c'est ça quoi. Et donc du coup c'est pas du tout l'idéologie qui est en train de gagner en ce moment dans ces endroits-là, c'est vraiment plutôt une idéologie donc d'extrême droite prédatrice. Comme en fait avec Jair Bolsonaro. Vous devez avoir les images en tête de Jair Bolsonaro avec la tronçonneuse qui est en train de découper les services publics. C'est ça, être libertarien. C'est de vouloir détruire tous les services publics, détruire toutes les aides, détruire toutes les institutions, pour tenter de créer un individu qui serait soi-disant libre, alors qu'au final,
Javier Milei, pardon. Pardon, Javier Milei. Alors qu'au final, du coup, tu te retrouves dans un monde dans lequel, en fait, vu que le capitalisme n'a pas été aboli, il y a les forts qui restent forts, les faibles qui restent faibles, et c'est les forts de maintenant, à savoir les capitalistes, qui continuent à dominer tout le monde, et c'est ça, le libertarianisme, au final. C'est une pensée de la loi du plus fort, quoi. Bref, ça fait de la peine, hein, quand même, parce que Bolivie égale un pays qui est historiquement quand même vraiment de gauche. Et en fait, c'est tout le problème du fascisme et de la fascination du fascisme, quoi. C'est que ça va vite. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que, du coup, le libertarianisme qui a l'air d'avoir... Enfin, le libertarien n'est arrivé qu'en 2e place. C'est-à-dire qu'ils se font aussi baiser par un Macron, là, actuellement, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive en étant soi-disant anti-système, alors que le mec, c'est clairement un enfant du système. Enfin, genre, ça se voit que c'est, genre, littéralement le produit de son environnement. Mais... Et du coup, ils vont probablement se faire baiser comme ça, parce que, du coup... Le libertarianisme, c'est juste la pensée libérale poussée à son extrême. Mais le mec là de centre droit, c'est juste un mec libéral, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui est pro-entreprise, pro-innovation, qui est quand même contre les dettes, mais moins vénère. Il est toujours pour qu'il y ait un État pour superviser tout ça. Il est toujours pour qu'il y ait des aides publiques aux entreprises. Enfin, c'est Macron, quoi. C'est vraiment Macron. Donc voilà, ça fait chier, sachant qu'en plus, juste après, on va regarder un petit truc sur la Croatie où ça parle encore d'extrême droite, donc à l'aide, hein, à l'aide.